Là, normalement, on nous entend. Et je peux faire une petite transition habile. Et normalement, tu vas pouvoir me voir. Si tout va bien. Tu me vois sur le... Non, pas sur le live encore. Pas encore. C'est qu'il y a un gros décalage, je pense. Oh, c'est bon. Yes. Bon, et bah pour une Oui. première, ça commence bien. Oui. Bon, et bah écoute, vas-y, on va démarrer. Il est 27, on est un peu en avance, Oui. mais c'est pas grave. Donc, ce soir, bah déjà, bienvenue à ceux qui sont déjà là. Hein, c'est cool, vous êtes en avance et du coup, vous avez le privilège d'avoir l'introduction de la vidéo. C'est magnifique. Donc, comment ça se passe? Pop-up, c'est un nouveau format de Dur de la Feuille, parce que comme j'aime bien multiplier les formats, j'aime bien multiplier les petites gaufres, je fais le waffle, le Dur de la Feuille classique, et là maintenant, grâce au confinement, il y a une nouvelle émission qui s'appelle du coup Pop-up, Piece of Pop, où j'invite quelqu'un et nous allons parler d'un sujet. Et donc du coup, je vais introduire l'émission tout de suite, voilà, pour commencer. Donc du coup, rebonjour, hein, je vois que les gens arrivent petit à petit, donc c'est parfait. Bonjour à tous et bienvenue sur le live. J'ai avec moi mon pote Alexandre Licata, 26 ans, designer chez Oconi. Salut. Salut Alex. Donc, je vais revenir un peu sur la genèse du projet, en tout cas de cette émission. Quand je t'ai proposé de faire l'émission, tu m'as tout de suite dit que ça pouvait t'intéresser, mais on n'avait pas encore décidé de sujet. Et on a donc commencé à chercher des sujets. Et très vite, tu m'as parlé des masques. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, parce qu'il y avait plein de choses à dire. Et direct, j'ai commencé à penser à des sujets intéressants autour du thème, genre la notion d'identité secrète des super-héros, les masques dans le monde de la musique, avec Slipknot, Daft Punk. J'ai pensé aussi aux différentes utilisations des masques dans les films, par exemple, les masques de président pour faire des braquages, ou les masques sans expression des tueurs en série. Enfin bref, je me suis rendu compte que c'était un sujet ultra vaste, qui traversait toutes les époques de la pop culture, et même encore plus, on pourrait dire, toutes les périodes de l'humanité en fait. En gros, on va faire un live et une émission là-dessus, mais on pourrait pas faire le tour du sujet. Je pense que tu es d'accord avec moi, parce que Tout d'une, à fait. ça serait trop long. De deux, on n'est pas des experts du sujet. Et de trois, y en a d'autres qui s'en sont déjà occupés, du genre Alt 236 sur YouTube, qui a fait un peu le tour avec un petit documentaire d'une heure. Mais ça va pas nous empêcher de donner notre point de vue en tant que designer. Enfin, surtout toi, parce que moi, c'est un peu différent. Pour ma part, je parlerai d'une bande dessinée qui aborde le sujet des masques, juste après la chronique de Likata. Ça aborde le sujet des masques d'une manière plutôt intéressante et inattendue. D'ailleurs, j'espère que ça va vous plaire, tout simplement. Entre ces deux chroniques, j'ai préparé un petit quiz pour notre invité, et auquel vous pourrez participer dans le chat. Donc, c'est parti pour Pop-Up. Alex, je te laisse la parole. Merci. Hop. Du coup, voilà, en effet, je pas grand-chose à rajouter juste pour l'introduction sur le fait que c'est décontracté, hein. On est là à l'apéro, tout va bien. Et en effet, le sujet est quand même assez riche, très très riche. Et on n'est pas là pour brosser de manière détaillée le sujet. Ce que je vais faire, moi, enfin, de mon côté, je vais juste faire une petite intro d'actualité, forcément, parce que le sujet des masques est imposé par l'actualité. Et forcément, c'était un bon lien entre cet objet d'actualité, des vraies questions de design, mine de rien, et tout un regard pop culture sur le sujet. Et voilà, je vais par contre, en fait, parce que Alt 236 a vraiment quasiment tout dit sur la pop culture et le masque dans la pop culture, je m'attacherai donc à parler des masques avec un regard un peu de designer. J'ai une formation de designer produit, donc me concentrer davantage sur comment ces masques sont fabriqués. Je parle des masques des films, des masques, on va voir des rappeurs, etc. Comment en fait les gars sont mis à crafter ces trucs-là chez eux ou pour les besoins des films, un peu démystifier ce côté-là avec quelques petites anecdotes de tournage, etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai voulu le prendre, Bah écoute, histoire de pas avoir un truc trop scolaire, quoi. trop cool. Hésite pas à me dire quand tu veux que je passe en mode présentation avec tes images que tu nous as rapportées. Ok.
Ok. Juste, clairement, je vais commencer, si on peut déjà rentrer dans le sujet, Bah vas-y, complètement, on est là pour ça, hein. sur, voilà, c'était un sujet d'actualité. Le premier truc, c'était un peu sur le ton de la blague que je t'ai envoyé ça, c'était genre clairement le masque, parce que c'est devenu le sujet d'actualité dont tout le monde parle. On entend de tout sur les masques, etc. Et en fait, je suis tombé sur un blog de design récemment, sur un article euh, qui expliquait pourquoi on n'allait pas pouvoir augmenter la capacité de production des masques FFP2 dans les jours, dans les semaines, voire les mois à venir. Article très intéressant sur Core 77, on vous mettra tous les liens après l'émission. Qui explique en fait tout simplement que pour fabriquer ces masques, quand on parle des masques FFP2, il s'agit de machines qui propulsent en fait du plastique très très fin, du plastique chaud, donc du polymère, à très très grande vitesse sur un grand tambour. Et il se trouve que c'est un process assez compliqué, assez précis. Et ces machines-là, donc les machines pour fabriquer les masques, une machine c'est 5 à 6 mois de fabrication. Ah oui, ok. Donc sans compter après le temps de mise en route de la machine, envoi de la machine dans le pays qui veut produire, etc. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que voilà, c'est un objet pas anodin aujourd'hui et des vraies conséquences, des vrais impacts et des vraies questions de production autour de cet objet qui est devenu précieux tout à coup. Et donc voilà, je trouve ça très très intéressant. On aura l'occasion d'y revenir à la fin sur comment en tant que designer aujourd'hui on envisage le masque, comment on peut participer un peu à cet effort de production, j'y reviendrai. Donc voilà, n'hésite pas à me couper. Du coup, tu parlais tu disais c'est du plastique qui est projeté. Alors peut-être que tu y reviendras après, hein, mais c'est du plastique qui est projeté, mais il n'y a pas du tout de tissu du coup. C'est juste du plastique. Alors, il y a un peu les deux, et en gros on appelle ça, c'est-à-dire que le plastique est projeté. En fait, le masque, c'est un masque en ce qu'on appelle en tissu, en textile non tissé. Ah oui. Comme le feutre, c'est-à-dire que par exemple là, les vêtements que j'ai, à part par exemple là sur la doudoune où c'est du tonné, etc. Tous les textiles qu'on a sur nous sont tissés, c'est-à-dire qu'il y a un maillage des fibres. Et par exemple, comme le feutre est un textile non tissé, c'est-à-dire que c'est des fibres qui sont juste superposées les unes aux autres. Oui, bien sûr. Et le masque FFP2, c'est le même principe de production, c'est-à-dire qu'on envoie des fibres très très fines de plastique qui sont très très fines avec de l'air chaud et sur un tambour. Donc en fait, c'est majoritairement cette fabrique, ce textile en fait, qui est projeté sur des moules. Ok, d'accord. Donc voilà. Ok, super. Bon bah écoute, on viendra sur le sujet d'actualité et sur des détails techniques. Je vais essayer que ça reste accessible mine de rien. Allez, bah vas-y, je te laisse attaquer du coup. En tout cas, en fait, il faut savoir que ce qui est assez cool avec le masque, c'est que c'est un objet qui nous suit, mais depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'en fait, il fait partie on pense à peu près de notre vie en groupe. Les premières traces de masques qu'on peut voir, donc tu commences à balancer les premières images si tu veux. C'est bon, c'est parti, le temps que ça arrive. Le premier masque, un des premiers masques qu'on connaît, qui est un masque issu de l'époque néolithique, donc c'est un masque de terre. Prouve bien que c'est un objet. Alors, c'est pas celui-là. Non, ça arrive. C'est un peu buggé, désolé. Pas de souci. C'est un masque très simple. Mais tout ça pour dire qu'en fait, voilà, c'est forcément un objet pop, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi cet objet, parce qu'il vient des arts populaires, des arts primaires. Et c'est un art populaire universel, commun à toutes les civilisations. Sur toute l'étendue du globe, tous les tribus ont eu à utiliser des masques de façon rituelle, historiquement parlant. Ça a été toujours un objet de fascination et qui raconte beaucoup des peuples qui les ont fabriqués, utilisés, etc. Ouais, et puis ça de partout sur le globe sans qu'il y ait eu de concertation entre eux, quoi. Oui, parce qu'en fait, ça vient notamment ça vient du fait que c'est des peuples qui ont besoin de se raconter des histoires. On vit ensemble parce qu'on est liés par des récits communs. Le masque était une des premières fonctions du masque, très loin de ce qu'on a aujourd'hui du masque de protection. C'était des masques de substitution, si je puis dire. Alt 236, il en parle très bien, mais on porte le masque pour changer d'identité. Pour passer, pour changer d'identité, pour changer de comportement, pour se transformer en quelqu'un d'autre,
souvent à l'époque une divinité ou d'autres personnages pour l'histoire, etc. Il y a un historique très fort du masque dans le théâtre, forcément, puisque avec très peu d'acteurs, les différents comédiens vont mettre un masque pour changer de rôle, etc. Les masques ont cette fonction première de changer l'identité du porteur de ce dernier. Donc c'est vraiment là où c'est intéressant, parce que c'est vraiment un objet pop dans son sens le plus littéral, populaire. Et du coup, moi, rapidement, j'en suis venu à me poser la question, mais justement, c'est quoi la définition même d'un masque au-delà de ça? Si on prend juste la définition du CNRTL, ils disent que c'est un objet recouvrant et représentant parfois tout ou partie du visage, donc ça veut dire qu'il peut recouvrir le visage et représenter parfois un visage, souvent un visage, et il est porté dans diverses occasions de la vie sociale, selon les peuples et les époques. Donc en fait, c'est une définition qui est très large, parce que quand on dit des occasions de la vie sociale, c'était à l'époque des rites religieux, etc. Mais aujourd'hui, ça devient un port plus, on va dire, populaire, plus banal parfois. Ouais, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le SNRTL, s'il te plaît? Parce que du coup, moi aussi, je sais pas trop. C'est le Centre national de ressources textuelles et linguistiques. Ok, très bien. Bon, ça a En l'air gros, j'utilise cette ressource à la place d'un dico, parce qu'il y a full de dico partout. Le Larousse, c'est bien. Mais c'est au passage, c'est un super outil pour apprendre pour voir l'étymologie des mots. C'est une super ressource en termes de langue française. C'est cool. Excellent, trop bien. Et donc du coup, ça m'a fait poser cette question de très vite on a envie de mettre des cases, ces trucs-là dans des cases, en mode il y a des masques qui sont temporaires et des masques qui sont un peu plus permanents. On a des masques qui seraient fonctionnels, comme le masque FFP2, le masque de protection, le masque de ski, etc. Et des masques plus décoratifs, donc les masques dont je parlais, des masques primaires, des masques où on va changer d'identité, des masques de divinité. Pardon. Bois un petit coup. Bois un coup, ouais. Ne surtout pas oublier d'avoir soif. Et en fait, du coup, je parlais plutôt, je pense. J'ai reformulé la chose en disant, il y a plutôt des masques de protection et des masques de substitution. Clairement, le masque, il a une importance. Il a aussi une certaine forme de témoignage. Il a un rôle de témoignage de l'histoire avec un grand H. On peut noter par exemple les masques d'Anna Coleman Ladd. Alors là, je fais un bond dans l'histoire parce que c'est beaucoup trop long de tous les citer, mais on va arriver après la Première Guerre mondiale sur les masques d'Anna Coleman Ladd. Tu peux passer à l'image suivante. Ouais, c'est fait, ça arrive. Où en fait il s'agissait donc d'un studio, donc Anna Coleman Ladd, qui était une artiste anglaise, il me semble, qui avait ouvert un studio à Paris, dont le rôle était de réparer les gueules cassées issues de la guerre. Et donc il y avait une fonction ici à la fois de souvenir du visage qu'il y avait avant, mais aussi éminemment social de protéger en fait ces visages complètement cassés, ouais, à la vue des autres. Et donc là, petit point technique, faut savoir que c'était très 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 répandu. Ils ont produit des centaines. On n'a pas beaucoup de traces, on n'a pas retrouvé, mais on a beaucoup de. Tu veux dire qu'on n'en a pas retrouvé des... C'est très difficile de retrouver les masques d'Anna Coleman Ladd, d'après ce que j'ai lu. Mais tu penses que ça vient d'où? Ça vient de la matière? Ça vient de quoi? Ça viendrait pas de la matière, je pense, parce que justement en fait, c'est des masques en cuivre galvanisé. Ceux qu'on voit porter là, sur la photo, là, c'est le masque fini que Anna Coleman Ladd est en train de peindre sur le visage même du soldat avec la gueule cassée. Le process avant, c'était un moulage en plâtre sur le visage même. Ah ouais. Puis, pour ce moulage, sur cette pièce en plâtre, elle allait former forme du visage en cuivre, puis galvanisé. Alors, la galvanisation, c'est un procédé de courant électrique dans le cuivre, dans un bain d'eau. On vous filera le lien, mais il y a une vidéo très cool où on voit le process. Ok. Pour ces masques-là. Pardon ? Pour ces masques-là. Ouais, oui. Génial. Et donc là, voilà, ce qu'on voit, c'est
peaufiner, en fait, de faire les finitions sur le masque du soldat, et rajouter des vrais poils dessus, etc. Mhm. Et donc voilà, c'est souvent, voilà, c'est un rapport, enfin, il y a un rapport intime avec le visage, avec l'identité, avec ce qu'on exprime de soi-même, etc. Ces masques, enfin, ces événements, forcément un impact sur nous dans les arts populaires et un peu dans les arts majeurs, notamment cette histoire de gueule cassée. Je fais une parenthèse, mais c'est ce genre d'événement qui a notamment influencé les artistes de l'époque. Je pense notamment à Francis Bacon et ses séries des têtes, où on voit des visages totalement défigurés, etc. Mais on pense aussi à Picasso, qui en fait s'est inspiré de l'art nègre et des masques des tribus d'Afrique pour décomposer les visages des demoiselles d'Avignon, etc. Donc ça, c'est pour on va dire le contexte historique, juste pour expliquer que voilà, c'est un art complexe et qui influence l'histoire, enfin qui parcourt notre histoire. Ouais. Si tu veux, on va commencer. En fait, après, là, ce que je te propose de faire, c'est qu'on va lister différents masques de la pop culture que j'ai listés, et puis un peu se pencher sur leur conception. Voir si, ouais, ok, vas-y, c'est parti. Et t'hésites pas à me couper. Ouais, t'inquiète. Pour l'instant, c'était très clair, donc j'ai rien eu à dire. D'ailleurs, je répète que ceux qui sont dans le chat, qui sont avec nous, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai toujours un petit œil sur le chat au cas où. Donc d'ailleurs, merci à Bastien d'avoir posé la question sur le Centre national de je ne sais plus quoi. C'est grâce à lui que tout le monde a su. Voilà. À toi, vas-y, continue. Pas de soucis, je suis passé sur le masque de The Mask. The Mask. Bah ouais, forcément, quand on parle de pop culture, le film de notre 90, The Mask, il est très très intéressant en termes de pop culture et de ce qu'est un masque en fait. On va commencer par d'ailleurs celui qu'on voit à l'écran là, c'est donc le masque en bois. Ouais. Le film en bois. On verra qu'en fait dans la vraie vie c'est pas un masque. C'est-à-dire que c'est un masque de ce qu'on appelle un masque de pouvoir, ce qu'on peut appeler un masque de pouvoir, c'est-à-dire que la personne qui le porte va acquérir des pouvoirs. Et en fait, il représente bien une des fonctions premières du masque dans l'histoire, c'est-à-dire donc incarner une divinité. Ici, quand on fouille un peu dans le script de The Mask, c'est le masque de Loki. C'est un dieu nordique, le dieu nordique de la tromperie, Ouais. de la malice et de la discorde. Ce qui illustre bien en fait, le personnage de Jim Carrey lorsqu'il porte le masque, il devient complètement fou, qui tend des pièges à tout le monde, etc. Et donc voilà, ce masque en tant que masque de pouvoir, il a la capacité de modifier le comportement de son hôte, comme on le voit dans le film. L'objet qu'on voit là, donc ce qu'on appelle le prop, donc en anglais c'est un accessoire de tournage. Ouais, l'accessoire de tournage, ouais. Ce qu'on voit là, c'est un moulage en résine en fait, Ok. qui a été ensuite peint pour imiter le bois et le nez en métal, la ligne qu'on voit dans les yeux. C'est souvent en fait les moulages en résine. On utilise souvent des moulages en résine parce que l'accessoire tient mieux dans le temps. C'est sans doute aussi plus agréable à porter parce que s'il y avait un vrai masque en bois, difficile à porter pour l'acteur, etc. C'est clair. On reviendra sur cette notion-là qu'en fait, voilà, un masque a besoin d'être porté et qu'en fait, ça procure une gêne aussi à la personne qui le porte, ce qui peut entraver ses comportements et ça participe à ce jeu-là de transfiguration, de métamorphose, etc. Et donc ensuite, il y a ce premier masque-là qui ensuite découle sur le masque que porte Jim Carrey lorsqu'il est transformé en personnage du masque. Ce visage vert qu'il a, on verra, on peut le voir sur la photo suivante. Ouais. Il faut savoir que ce masque-là, alors on trouve plusieurs choses. Il y a un masque un peu en silicone, en latex, qui est la première photo, et puis ensuite ça va passer souvent par une grosse dose de maquillage. Il faut savoir que sur le tournage de The Mask, Jim Carrey il passait sur chaque jour de tournage 4 heures à se faire maquiller pour peaufiner ce masque à l'écran. Ce qui l'a un peu rendu fou en vérité, parce que quand tu passes 4 heures assis derrière sur une chaise à te faire maquiller, forcément tu deviens un peu fou. Et c'est Cameron Diaz d'ailleurs, c'était son premier film, qui disait que l'expérience de tournage avec elle avait pas été tout le temps très rassurante, parce qu'en fait ça l'avait presque littéralement possédé dans un certain sens. Et c'est assez cool. Ce qu'on aborde avec ce masque-là, justement, c'est la version historique même de ce qu'est un masque, dans son sens étymologique, justement.
Étymologiquement, le masque, ça vient de, sans doute, il y a plusieurs origines, hein. Notamment, il y a la définition pré-romane, donc l'époque antique, de masca, M-A-S-K-A, qui veut dire noir. C'était issu en fait justement des traditions théâtrales où le premier masque pour changer d'identité, c'était se peindre le visage en noir. En ancien français, on dit massurer ou mascurer, c'est M-A-S-C-H-U-R-E-R, qui voulait dire barbouiller, noircir. Donc on est encore là-dessus. Et donc voilà, c'est vraiment, on vient là avec ce qui est vraiment peut-être une des premiers. Avec les masques de terre, une des premières utilisations aussi populaires du masque. Donc, du point de vue du scénario, c'est vraiment un masque qui personnage. Qui est quoi, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Du point de vue du scénario, c'est vraiment un masque qui modifie. Décidément, il veut pas que j'entende le mot. C'est vraiment un masque qui modifie le comportement. Ah oui, de celui qui le porte, ouais. Oui. Et en termes de making-of, c'est assez, l'anecdote est assez cool aussi, c'est que le choix de Jim Carrey, le choix de casting de prendre Jim Carrey, alors c'est lui à la base, il s'est révélé être un très bon choix, parce qu'en fait, on connaît Jim Carrey et son jeu d'acteur, il a déjà une tête hyper élastique. Mm-hmm. Et les artistes qui ont bossé sur le film, alors ça fait partie des premiers films, on est en 94, date de sortie, alors on n'est pas sur Tron et ce genre de modélisation cubique en 3D, ouais. Mais on est quand même sur des trucs assez poussés, et tu vois les premiers ordinateurs qui rament à faire du 3D. Les artistes disaient qu'en fait justement c'était assez agréable de bosser avec des plans tournés. C'est Jim Carrey qui incarne le personnage parce qu'il y avait parfois moins de travail à faire sur l'édition du visage. Ouais, bien sûr, il était déjà tout déformé, quoi. Il a déjà une plastique assez ouf, ouais. Et en cela c'est assez cool parce qu'en fait l'acteur même, lui, il porte déjà 1 millier de masques rien qu'en changeant de position, donc il y a une belle mise en abîme de ce côté de ce personnage. Grave. C'est sûr que en tout cas, il correspond parfaitement, je trouve, à la version comics parce qu'à la base c'est un comics, hein, The Mask. Ouais. C'est un comics qui est d'ailleurs beaucoup plus trash que le film. Et effectivement, déjà le dessin était un peu abusé avec des énormes bouches, etc. Donc ça, c'était vraiment parfait. Le Jim Carrey pour jouer ce rôle-là, c'était vraiment parfait parce qu'il a complètement. Il s'est vraiment mis, grâce au masque d'ailleurs, hein, dans ce truc-là d'exagération abusée, quoi. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en effet, le film, avant une comédie telle qu'on connaît aujourd'hui, mais dans le script original, dans le scénario original, ça devait être d'épouvantable horreur. Ah bon ? Ah bah tu vois, ouais. Du coup un peu comme le comics, quoi. ouais, ça devait être beaucoup plus fidèle à la version papier. Ouais, carrément. Et oui, il y a Bastien qui nous dit qu'il exacerbe ces aspects refoulés, le masque, donc ce qui recoupe avec l'aspect libérateur du masque, mais complètement en fait, c'est exactement ce que... Oui, en plus. C'est exactement ça. Ouais, ça c'est assez ouf, c'est une bonne remarque, parce qu'en effet, il y a ce côté où le masque, au-delà de le faire passer à un autre personnage, il va extérioriser ce qu'il a à l'intérieur et qu'il n'ose pas dire, en fait, c'est ce côté, il va dire tout haut ce qu'il pense tout bas dans le film, et c'est vrai que ça, c'est je pense, c'est pas unique, mais c'est assez singulier pour noter, c'est une bonne remarque. Mais d'ailleurs, j'ai lu un mémoire sur le masque dans le théâtre, et oui. Effectivement, là-dedans, la personne qui l'écrit, alors je retrouve son nom, je le mettrai dans les liens qu'on vous enverra, si vous voulez aller voir, elle explique qu'une de ses connaissances a fait une thérapie via le masque. C'est une thérapie où on porte un masque et du coup on discute avec des gens qui sont masqués et on peut du coup dire un peu tout ce qu'on a sur le cœur, vu que la personne ne sait pas qui on est et en face on ne sait pas à qui on parle. Donc comme quoi le masque peut être très libérateur dans un sens, et le film The Mask en a une bonne exagération. Il s'agit en effet, je viens de retrouver, donc c'est Patricia Mollet-Mercier. Exactement. L'autrice de ce mémoire, très, très instructif justement sur cette question de paraître et du visage en tant que première forme d'expression. Ouais, exactement. Le rôle du masque dans ce face-à-face. Masque suivant, du coup, on change de culture, je sais pas, parce qu'on est... Pas vraiment, hein, on en est proche. Ouais, d'une première référence qui est en fait issue du comics aussi, en fait. Oui. Je vais parler du masque de MF Doom. Ouais. MF Doom, le rappeur, donc Doom, D-O-O-M. MF pour Metal Face, donc Metal Face Doom.
un rappeur des années 90, bien connu des anciens. Oh, il sort toujours des trucs, j'ai vérifié. Oui, il continue de sortir des trucs, il fait encore des collaborations et tout, c'est vrai que j'en ai écouté. Avec son, on en reparlera, mais là, il a son masque rouge dernièrement. C'est ça. Donc, de son vrai nom, Daniel Dumili. C'est mieux MF Doom. Donc là, ce qu'on voit... Pardon ? C'est mieux MF Doom. Oui, c'est mieux MF Doom. Ce qu'on voit là, donc en fait, c'est la jaquette de l'album, l'affiche de son album, de son premier album solo. Avant, il était dans un crew. Ce masque a été créé par Blake Lethem. C'était un artiste graffeur new-yorkais. Les deux gars se sont rencontrés alors que Blake faisait déjà du graphe à New York. À l'époque où c'était pas encore du tout dans la pop culture, où Brooklyn était rempli de tags, etc. Donc c'est lui qui a fait le premier artwork, ce premier dessin de Doomsday, l'album, en 96. Très inspiré du coup par un vilain de chez Marvel. Ouais, de Metal Face, de Dr. Doom, pardon. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, en fait, d'ailleurs, Blake Lethem avait déjà dessiné ce personnage-là sur les murs de New York à l'époque. Ah, ok. Et il faut savoir que même, en fait, ils se sont rencontrés à une période où même, justement, quand, donc à l'époque encore, Daniel Dumili se pointait en interview, il était encore avec un masque, un bandana. Ah oui. Sur les yeux, sur le visage, etc. Et donc la première version du masque qu'on a du rappeur, en fait, on va y venir un peu plus tard, mais en gros, les gars, ils ont juste pris un masque d'Halloween de Dark Maul, un seigneur Sith de Star Wars. Ouais. On l'a tous connu dans l'épisode 2, donc là, c'est ce masque-là dont tu parles, le masque que porte MF Doom, mais en fait, il est fabriqué à partir d'un premier masque en thermoformage, on y reviendra après. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le premier prix de Dark Maul, ils l'ont repeint un peu en argent, tu vois, à la bombe. Petit coup de peinture, un petit peu de rouille comme ça pour faire comme si c'était du vrai métal. Ouais, voilà. Ils ont redécoupé un peu la forme, des yeux carrés, et bim, on a le premier masque de MF Doom. Donc le masque qu'on voit dans Dead Bent et Questions, les premiers clips de MF Doom. Et donc voilà. C'est vraiment vite fait. Mais après, il y a eu beaucoup d'itérations de ce masque-là. On filera le lien, mais il y a un site qui a recensé en fait ces différentes évolutions, comment il est fait, etc. Et donc la deuxième version du masque, celle qu'on voit sur la pochette de l'album Might Villainy, et peut-être l'album les plus connus de Doom, est faite à partir de ce qu'on appelle un réplica. Alors, un réplica, c'est une réplique commerciale d'un accessoire de film, d'un propre. Alors c'est un réplica d'un masque de Romain du film Gladiator. Ils ont pris un réplica du gladiateur, enfin du personnage de Russell Crowe. Peut-être bien, oui. Qui portait ce masque-là. Donc en gros, ils ont pris ce masque-là, ils ont juste gardé la place frontale, ils ont resculpté un petit peu le haut, etc. Ils ont rajouté une partie d'un casque de chantier, les casques jaunes. Magnifique. Et au final, on a la pochette de l'album Mad Villain et une des versions les plus définitives du masque de MF Doom. Donc comme quoi, en fait, c'est ce que j'avais expliqué notamment, tu vois, épisode qu'on avait déjà fait sur Dur de la Feuille, sur Star Wars, où j'expliquais la notion de kit bashing, sur ce côté, je vais prendre des pièces d'une maquette pour réaliser un autre objet, etc. Donc c'était un peu dans cette logique-là, et c'est souvent comme ça que ça marche, quand on est dans le maquettage, etc. C'est souvent comme ça que ça marche. On prend plusieurs bouts de plusieurs choses. Tu parles de ça parce que dans l'épisode sur Star Wars, tu nous expliquais que certaines maquettes de planètes étaient faites à partir de vieux trucs d'ordinateur pourris, c'est ça ? Il y avait entre autres de ça. Hein. Exactement, ouais. Donc c'est une technique qu'on appelait le kit bashing, mais c'est quelque chose c'est toujours l'esprit du bricolage, de la débrouillardise, quoi. Ok. Mais pour revenir au masque, du coup, de MF Doom, ce qui est intéressant dans son usage, du coup, parce qu'au-delà de la conception, de la fabrication, il y a aussi l'usage qui nous intéresse en tant que designer. C'est donc, premièrement, donc, c'est la référence au vilain comics, donc Dr. Doom, mais pas que. En fait, il sert clairement
pour Doumili à cacher son identité, à créer l'identité de Metal Face, et d'être davantage reconnu pour ses productions que pour son identité. Il faut savoir que quand il arrive avec son album, son premier album, Doomsday, le hip-hop est en train de devenir populaire. Et on commence à avoir des figures comme les gros rappeurs qu'on a eu dans les années 90, 50 Cent, etc. Et ces mecs-là, c'était leur image qui était montrée d'abord. Lui, il était complètement à l'encontre de ça. Il disait, mais en fait, moi, je veux juste qu'on voit mes prods, en fait. Qu'on écoute ma musique plutôt que s'intéresser à moi. Et ça joue aussi, alors le masque joue pour ça, mais ça joue aussi sur un côté commercial de dire je suis un personnage au-delà de ça, quoi. Ouais, carrément. Et en fait, pour l'anecdote, ce qui était utile pour lui, et ce pourquoi on l'a pas mal aussi critiqué dans les années 90-2000, c'est qu'en fait, souvent, de temps en temps, en live, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait un autre gars avec son masque sur scène, pendant que lui était au bar ou dans la foule, pour regarder son spectacle, regarder son show qu'il a conçu, depuis la place du spectateur. Alors, en soi, c'est hyper intéressant. C'est abject pour ceux qui payent leur place, mais en tant qu'artiste, en fait, la démarche elle mérite d'être soulevée parce qu'il y a ce côté, il se place dans une posture grâce à ce masque postiche. En fait, il se met dans la foule sans son masque. Personne ne le reconnaît parce que tout le monde ne le connaît qu'avec son masque. Et il s'offre un point de vue que peu d'artistes peuvent avoir sur leur propre spectacle puisqu'il se met dans la foule. Alors, Donc, vraie anecdote, je l'ai vu en concert à Mars Attack il y a peut-être 5-6 ans maintenant, je sais plus. Il est arrivé avec plus d'une demi-heure de retard sur scène et j'ai eu effectivement à ce moment-là d'énormes doutes sur si c'était bien le même gars ou pas, parce qu'ayant regardé un peu des vidéos de concert et tout, il avait pas du tout, son physique était un peu différent et je le trouvais bizarre en fait. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est pas lui, mais j'étais pas au courant de cette histoire de peut-être qu'il allait pas dans ses concerts et tout. Donc en rentrant chez moi, quand je suis allé voir sur internet, effectivement, j'ai vu ces trucs-là et j'étais là, mais ça se trouve, c'était pas lui, quoi. C'est fou. Mais ouais, ça se trouve, il était même pas à Marseille, quoi. Bah, ça se trouve, peut-être pas. Ils ont juste pris un gars comme ça, là, et ils lui ont mis le masque, ils ont dit, vas-y, mon gars. Ouais, c'est bon. Mais ouais, c'est intéressant. En posture d'artiste, c'est discutable, mais intéressant. Why not? Cool. Tu voulais passer à une autre artiste, c'est ça? Ouais, je vais passer à une autre artiste. On avance assez vite, mine de rien. Mais t'inquiète, on est bien, moi je trouve, on est bien. On va passer à une artiste alors totalement différente, on reste dans la musique, mais il s'agit de la chanteuse Björk. Björk, en fait, donc, depuis pas mal d'années. Alors Björk, pour resituer musicalement, c'est celle qui avait notamment fait des musiques dans Léon, etc. Très belle chanteuse. Il se trouve que depuis quelques années, voilà, elle arbore des masques assez spectaculaires, assez cool en vrai. Et je me suis un peu plus penché sur qui était derrière ces masques. Il s'agit d'un artiste, donc depuis 2009, ces masques-là qu'on connaît, il s'agit de James Merry. James Merry, c'est un artiste brodeur anglais, donc il fait de la broderie. C'est un artiste autodidacte qui, du coup, en plus d'être le créateur des masques Björk, est devenu au fil du temps son directeur artistique sur ses clips, des photoshoots, etc. Pour l'anecdote, il faut savoir que James Merry, ça expliquera pas mal de choses dans sa pratique artistique, en tout cas c'est mon interprétation. Il est passé chez Damien Hirst. Je vous laisserai regarder qui est Damien Hirst. C'est notamment celui qui faisait des œuvres d'art, donc c'est un artiste contemporain qui se permet de couper une vache en deux, de la mettre dans du formol et de te faire couper entre les deux caissons, là. Les deux caissons dans lesquels sont les deux moitiés de vache. Donc il est dans un truc très organique, très charnel. Et en fait, moi j'ai l'impression que ça inspire, ça a un petit peu influencé James Merry dans le sens où il a une œuvre qui est très organique, qui est plus florale que charnel, qui est pas du tout dans le gore, hein, mais il y a ce côté-là. Et donc en fait, aujourd'hui, donc, il se sert de cette odeur, donc c'est son taf à plein temps, pour réaliser les masques de Björk. Et il a notamment aussi, faut aller voir ce qu'il fait sur Instagram, c'est assez cool, il fait notamment aussi des réinterprétations des logos de grandes marques de textiles, genre Nike, Adidas, etc. Ah, excellent. Et il refait des broderies autour, il fait pousser des plantes sur ses logos et tout, il y a un aspect des fois post-apo assez fantastique, très cool. Et donc voilà, on est sur des qui sont très très réussis, qui sont très fins.
on est vraiment dans un travail de la finesse du masque et c'est assez ouf. Alors celui qu'on voit là, c'est un masque en silicone, on est sur un truc encore plus poussé, c'est le dernier. Mais dans les précédents, on est donc sur, enfin même de manière générale, on est sur des masques de métamorphose du coup, dans l'usage de masques pour Björk. L'idée est ici pas forcément d'incarner un personnage en particulier, ou en tout cas pas un personnage connu, mais plutôt des espèces d'êtres. De créatures, ouais. Des créatures, exactement. Des êtres oniriques, donc qui sont de l'ordre du rêve, qui sont très chimériques. On est à moitié animal, à moitié floral. Il va chercher pas mal d'influences, voilà, dans tout ce qui est plantes, dans tout ce qui est microcosme, etc. Et il faut savoir que du coup, tout est fait à la main, sans machine. Et en fait, il a une démarche, donc en tant qu'autodidacte, qui le suit, c'est assez empirique, assez spontané. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire des recherches à partir de matériaux qu'il trouve à droite à gauche. Il va trouver un fil un peu avec un effet néon, essayer de faire des effets avec ça. Il dit notamment qu'en fait, il pense avec ses mains. Dans une interview, il raconte ça, et il dit qu'il est dans un travail de l'épuisement de la matière, jusqu'à trouver un résultat satisfaisant. C'est la démarche de beaucoup d'artistes. Hein. C'est-à-dire qu'on va prendre un sujet, on va épuiser le sujet, etc. Et donc ce masque, à la fin, il arrive comme support de narration pour lui, et surtout pour Björk, pour raconter ses histoires. Chaque album est une œuvre complète, et le masque est un élément de cette œuvre complète. Et j'invite vraiment tout le monde à aller voir son compte Instagram, ses travaux à James Merry, parce que il documente en plus ce qu'il fait. Et c'est assez chouette parce que il te montre qu'il fait ça dans les chambres d'hôtel la veille. C'est assez cool. L'exemple de ce masque-là qu'on voit là, et notamment celui sur la pochette de l'album Utopia, donc sur fond bleu, là, le masque de silicone. Ouais. Il est allé justement à la recherche d'un matériau. Il a commencé à bosser avec le silicone. Il connaissait pas du tout ce matériau. Et il raconte dans une interview qu'il dit, voilà, je me suis enfermé pendant 2 jours dans ma chambre, et puis j'ai mis en place dans la salle de bain ce qui ressemblait à peu près à un laboratoire de fabrication de meth, quoi. Quoi. Et il dit, les gens de l'hôtel m'ont pris. Et il dit, je me suis enfermé là-dedans et pour aboutir à ce travail-là. Il a comme beaucoup de chanteurs, hein, on pense à Prince, etc., et qui s'enferment un peu. Et au-delà de ce masque-là, il a dû réaliser aussi 11 autres masques dans cette lignée-là, pour les flûtistes de la tournée de Björk. Ça fait beaucoup de taf. C'est un gros taf, parce qu'en fait, c'est un travail d'artisan. Faire un travail en série, mais à la main. Et notamment, pour les historiques du masque, aucun masque est vraiment pareil. Là, il s'agit d'être quand même sur une cohérence pour les 11 flûtistes, etc. Et surtout, pour ces masques qui sont quand même assez complexes, très précis, il s'agit de s'assurer que les artistes puissent performer avec, puissent bouger correctement. Bien sûr. Et ça, c'est un vrai challenge. On parlait du masque comme étant une contrainte dans le théâtre. Moire, qu'on citait tout à l'heure, on parle bien. Et c'est hyper important comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit des photos où on passe du temps à faire des essais sur les artistes pour voir s'ils le portent bien, etc. Et il fait des déclinaisons. Ce masque-là, il en a fait déjà 3 ou 4 déclinaisons qui sont magnifiques. C'est fou. Je trouve ça intéressant ce que tu disais là par rapport à son compte Instagram, ou le fait qu'il documente. Je trouve c'est rigolo qu'il documente, parce qu'en fait, ça va un peu à l'encontre de ce que l'artiste propose, de créer des créatures un peu chimériques qui nous emmènent dans des univers complètement abstraits, différents, etc. Le fait de le documenter, ça casse le truc. Et en même temps, c'est tellement intéressant de voir comment c'est fait. Parce que du coup, même si c'est trop bizarre et qu'il y a zéro effet spéciaux, des effets spéciaux numériques, du coup, je sais pas, ça va un peu à l'encontre, je trouve, de ce que propose l'artiste, mais pourquoi pas en même temps, quoi. Et ce qui est cool, c'est avec les travaux de James Merry, c'est qu'on se rend compte, c'est ce que je disais un petit peu au début, et c'est que en fait le masque, c'est aussi, je me suis fait cette réflexion que le masque est un objet qui se fabrique avec à peu près n'importe quoi. Ah, c'est clair, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune compétence spécifique requise pour fabriquer un masque.
C'est-à-dire que le moindre enfant, on pense aux masques à mettre Hermès, etc., où il suffit de prendre une assiette en carton, découper 2 trous, mettre un élastique ou une ficelle, et tu avais un masque. Exactement, ouais. Et il y a quelque chose déjà de très vernaculaire, donc ce terme du design qu'on nous a rabâché à l'école, voilà, c'est un art local parfois, etc. Et c'est vrai que c'est très... Aujourd'hui, on l'a peut-être un peu moins parce qu'on a moins ce rapport tribal, on va dire, local au masque, quoique. Mais c'est vrai que c'est un art qui est populaire dans le sens où il est accessible à tout le monde. Et ça, c'est assez cool. Tout le monde peut se masquer, mais je crois qu'on y reviendra un peu après à ça, parce que tu as des exemples intéressants de tout le monde peut se masquer pour des raisons oui. Très intéressantes. Donc, mais vraiment là, dans ce côté créatif du masque aussi. Tu peux rajouter des perles de ce que tu trouves chez toi. Tu peux faire du kit bashing. De chez toi, ouais. Ça c'est intéressant, ouais. Tu voulais poursuivre sur un autre masque, pareil, assez mythique, on va dire, assez connu en tout cas, par tout le monde. Tu penses auquel? Parce qu'il y en a plusieurs. Le moustachu avec les joues rouges. Oui, voilà. Le moustachu avec les joues rouges, c'est pas moi, malgré le verre de bière qui commence à se vider. Non, je parle bien sûr du masque de V pour Vendetta. Ouais. Clairement, c'est là où on va basculer un... Pardon ? Culte, du coup. Ouais, culte parmi les cultes. Je pense qu'on peut surtout dire. Clairement, le masque de la pop culture contemporaine, j'ai envie de dire. Il s'agit donc pour l'origine de ce masque, d'une représentation stylisée de Guy Fawkes. Qui est Guy Fawkes ? Guy Fawkes est un membre de ce qu'on appelle la conspiration des poudres. Je ne vais pas m'étancher sur le sujet, hein, c'est juste pour le point historique. C'était un groupe ayant tenté de détruire la Chambre des Lords à Londres en 1605. Petit groupe de révolutionnaires démocratiques. Ça va, tu me tues mon quiz, c'est bon là. Allez. Ça veut dire que j'ai un peu bien fait mon taf. Ouais, ça va. Non, voilà, donc c'est aussi pour dire que voilà, ce masque représente quelqu'un de réel, qui a vraiment existé. Ça peut exister. Et donc ce masque a été dessiné par David Lloyd, qui est un grand dessinateur. C'est pas toi que je vais apprendre ça. Pour la BD V pour Vendetta qu'il avait fait avec Alan Moore. Alan Moore. Et donc voilà, il a dessiné en 1986 pour les besoins de la BD. C'est d'ailleurs le masque qui fait la couverture de la BD, donc c'est pas. Et donc on est sur un masque vraiment de la. Alors il y a en termes d'usage et de symbolique, il y a ce côté. Ok, c'est aussi pour changer de. Il y a 2 choses. Principalement, c'est l'anonymat dans cette œuvre-là. Le côté, en fait, je porte un masque pour pas qu'on reconnaisse ma vraie identité vis-à-vis des actes potentiellement répréhensibles que je peux effectuer. Mm-hmm. Mais aussi parce que si je dois faire des actes répréhensibles, des actes précis, dans un but bien précis, qui sont incarnés par ce fameux Guy Fawkes, qui lui aussi avait une quête similaire. Donc on est à la fois dans un masque de la référence, de la substitution, et de dire presque pas moi qui fais ça, c'est Fawkes, ou c'est... ouais, c'est l'idée qui prend le pas sur la personne. C'est-à-dire qu'en portant ce masque, en tout cas dans le comics, quand on porte ce masque, on représente l'idée plus que soi-même, en fait. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment le port premier de ce masque. Et donc voilà, pour ce qui est du prop, donc l'accessoire du film, il s'agit d'un masque en fibre de verre. Donc la fibre de verre, qu'est-ce que c'est ? C'est des petits cheveux de verre qu'on va mouler avec de la résine. C'est ce qu'on appelle un matériau composite, comme la fibre de carbone, etc. Donc ça, c'est celui qui portait sur le tournage. Oui, si tu veux passer l'image. Ouais. Donc il y a une histoire assez intéressante justement sur ce que c'est que de réaliser, un peu comme ça rejoint assez l'histoire du masque, de The Mask. Faut savoir que donc pour les besoins du film, il y a 56 masques tels que celui-ci qui ont été réalisés en fibre de verre à partir d'une première sculpture faite à la main. Sur les 56, il y en a quelques-uns des premiers qui ont été utilisés pour faire des tests, c'est-à-dire qu'ils ont fait passer plusieurs artistes pour coloriser le masque, peindre les poils, les joues rouges, etc. Les réalisateurs n'étaient pas tout à fait satisfaits des premières œuvres, et ils se sont tournés vers une artiste aérographe suisse qui est
je sais pas, c'est pas très connu aujourd'hui. Euh, il s'agit de Suzy Montoro, qui en fait s'est retrouvée du coup à peindre les 50 masques, donc les 56 moins les masques de test, les 50 masques à la main, totalement, donc tous identiques. Pas ceux qu'on voit sur l'écran, puisque ces masques-là, donc sur ce shot-là, on va dire sur cette séquence-là, il y a 460 masques sur la scène dans la rue, sur cette scène quasiment finale du film. Alors, ces masques-là ont été peints sur le lieu de tournage, mais il ne s'agit pas de masques en fibre de verre, du tout. Il s'agit de masques en thermoformage. Ok. Est-ce Donc, que voilà. tu peux Donc, en nous fait, expliquer rapidement, tout à l'heure tu en as parlé un tout petit peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est le thermoformage Alors, le thermoformage, alors preuve par l'exemple, tant pis pour l'épisode sur SoundCloud plus tard. Mais en gros, je fais une petite démonstration. Ça se fait. Donc, le thermoformage est une technique de mise en forme du plastique, comme l'injection, etc. C'est une certaine forme de moulage. On va partir de ceci là, de plaques de plastique, comme un intercalaire, et on va le mettre dans une machine comme celle qui est derrière moi ici. L'idée étant, sur la partie haute de la machine, c'est comme je sais pas à quoi ça peut ressembler à peu près, un four, j'en sais rien. Un grille-pain. Sur la partie haute de la machine, ouais, un espèce de grille-pain. Sur la partie haute, on va chauffer la plaque de plastique, donc elle va commencer à se ramollir. Et sur le lit, sur le bas de la machine, on va mettre ce genre de choses, donc un moule. Ici, j'ai dans ma main le moule d'un cocktail. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais apposer après ma feuille souple sur ce moule, la feuille va prendre la forme de ce moule. Et donc, on peut avoir, donc voilà, j'ai ici le moule et la pièce formée par ce moule-là, par la feuille en plastique. Donc, en gros, c'est une technique de fabrication de plastique qui est quand même assez répandue, notamment pour ceux qui aiment bien un peu l'automobile. La Méhari était faite plastique thermoformé, les carrosseries de la Méhari. Ah oui. A été plastique thermoformé. Il n'y a pas de limite sur la taille. Pardon ? Il n'y a pas de limite sur la taille, tant qu'on a une grosse machine, on peut faire des grosses pièces, quoi. Exactement, la seule limite, c'est la taille de ta machine dans laquelle est ta machine. Ok. Et non, on est plastique en épaisseur d'un intercalaire, hein, bien sûr. Et voilà, et c'est justement, c'est d'ailleurs aussi le même procédé que le masque de Dark Maul d'Halloween pour MF Doom dont on parlait tout à l'heure. Et c'est là où on fait la transition, c'est aussi surtout le procédé de fabrication des masques de Guy Fawkes, de V pour Vendetta, qu'on trouve sur eBay, sur Internet, qu'on peut acheter pour 3 balles. Et il y a marqué 20 € sur l'exemple que tu nous as donné là. Pardon ? Il y a marqué 20 € quand même sur l'exemple. Oui, à partir de 20 €, moi je trouve ça très très cher. Ah ouais, c'est cher pour du plastique. Si tu pour, dis un masque, pour un masque en thermoformage, à moins que ce soit un plastique très particulier, renforcé, etc. Personnellement, je trouve ça un peu cher. Mais c'est assez intéressant parce que justement, donc, aujourd'hui, ce masque a perduré, a survécu au film. Il est devenu un symbole de contestation qu'on connaît tous depuis des années. Et son mousse sur Internet qui reprenait toute l'imagerie du film, posture à l'écran, pour les vidéos qu'il faisait, etc. Et c'est devenu un vrai symbole de rébellion. Donc, des gens dans la vraie vie s'en sont emparés. Donc, il a gardé son rôle, ce masque, mais au-delà de l'écran. Ouais. Et c'est assez intéressant parce qu'il me semble, je dis pas de bêtises, alors que c'est vraiment un des seuls masques qui a traversé, dont l'usage s'est propagé au-delà de l'écran. Oui, effectivement, il y a un exemple, mais c'est pas vraiment un masque, c'est un personnage. Le Che Guevara a eu un peu le même, oui. Il y a un peu le même engouement autour de ce personnage, qui était un vrai personnage de la vie. Pour le coup, c'était pas un personnage de pop culture inventé. Mais voilà, il a eu ce même truc de on met un t-shirt du Che Guevara pour représenter des idées. Et maintenant, Jean-Kevin, à la Comic-Con, porte aussi un t-shirt V pour Vendetta. Il sait pas ce que ça veut dire, quoi. Il sait juste que c'est cool, quoi. Voilà. Oui, il y a du coup aussi, quand on parle de la popularisation d'une figure, forcément, il peut y avoir souvent de la perte de sens, de la perte de symbolique. Ouais. Mais après, dans le cas de Guy Fawkes, V pour Vendetta, il y a quand même aussi eu un port vraiment revendiqué. Ah oui, complètement. En tant que un port statutaire, quoi, symbolique de rébellion. Mais c'est quand même un super pied de nez, c'est quand même pas un pied de nez, mais c'est un paradoxe énorme que de voir des gens, des centaines, des milliers de gens
arborer un masque de rébellion anticapitaliste, anti-système, etc. Mais que cet objet même qu'il porte est fabriqué par la machine productive d'un masque qui a été fait pour 2 balles en Chine, en fait. Ouais, c'est clair, ouais. Donc on est sur un paradoxe, mine de rien, donc c'est assez ouf. C'est sûr que c'est assez paradoxal de se dire ouais, on lutte en tout cas pour V pour Vendetta contre les défigures, enfin contre l'oppression, les trucs comme ça, etc. Et de se dire que tout le monde va acheter son masque V pour Vendetta à 3 balles ou 20 euros sur Amazon et faire travailler des Chinois dans une usine toute pourrie, c'est un peu bizarre. Donc ouais, il y a l'histoire du masque et... Ah, j'ai pas entendu, désolé la fin. Oui, je disais, il y a l'histoire du masque, l'origine, etc. Et il y a l'histoire autour du masque. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a Bastien qui lit dans nos pensées. Ouais. On va parler du coup d'un masque un peu différent là, qui arrive. C'est ça? Celui du Joker? Ouais. Alors différent, mais qui a potentiellement, enfin, on a cru à un moment donné qu'il allait, le masque du Joker allait reprendre le rôle du masque de V pour Vendetta. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on l'a revu dans des manifestations à l'automne 2019. Exactement. Et pourquoi? Parce que, voilà, clairement, sujet ultra pop culture, c'est là où c'est bien, c'est que bah, voilà, la figure du Joker est éminemment une figure de pop culture, encore une fois issue des comics. Le film Joker, donc on n'est pas là pour faire la critique du film, chacun en pensera ce qu'il veut. Mais à la suite du film, on a vu ce masque un peu presque se répandre dans d'autres manifestations à travers le monde. Chili commençait à rentrer forte rébellion, il y a eu des gros affrontements dans la rue, etc., entre les joueurs de la population. Et petit à petit, on a vu des photos, une de journaux ou sur les différents médias, de gens arborant ce masque. Ouais. Alors, petite parenthèse justement sur le sujet du masque, il s'agit désormais d'un masque maquillé, donc on est sur l'origine, voilà, mascara, l'étymologie lusitanienne, donc côté du Portugal, etc. Le mascara, aujourd'hui, c'est devenu même un objet, un outil mot, de ouais, tout maquillage. simplement, ouais. Un outil, ouais, c'est ça, exactement. Pour se maquiller, pour les yeux. Et donc voilà, on est ici sur un masque donc maquillé. Et en fait, il faut savoir que le masque n'a pas... Le masque de... C'est pour ça que j'ai reçu là, une protestation où on voit quand même des masques de V pour Vendetta, c'est qu'en fait, ce masque, on voit dans... Donc Libération avait fait un article de Check News dessus, où en fait, il n'a pas forcément remplacé le masque de V pour Vendetta, le masque de Guy Fawkes dans les manifestations. Il y a eu juste un regain là-dessus du Joker au vu de la scène finale du film Le Joker paru en 2019. Ah bah complètement, ouais, c'est sûr. Oui, il est venu en complément en fait du V pour Vendetta, quoi. Maintenant, les gens s'approprient les deux en fonction de quel côté on veut aller, quoi. Ouais. Ou juste par choix esthétique peut-être aussi. Oui, par choix esthétique aussi. C'est vrai que oui, on est plus sensible au masque du Joker. Ah. Parce que le masque du Joker, en tant que c'est un maquillage, il suit un peu les traits du visage, etc., même si on le veut forcément souriant. Ouais. C'est aussi un masque qui garde une certaine partie de notre identité. J'ai avancé sur l'image où tu nous as mis, je pense que c'est des manifestants, Oui. une grille de manifestants, là tu devrais l'avoir normalement, avec Winnie l'ourson. Oui, tout à fait. C'est ce que disait Bastien là en commentaire. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'avance, je vois qu'il lit dans nos pensées. Donc... ouais, je lis. Donc il y a aussi une problématique de reconnaissance faciale massive, en Chine notamment. Le masque est aussi là pour son anonymat des mouvements contestataires. C'est exactement ça. Et c'est justement le masque suivant dont je voulais parler et qui découle de l'âge de Guy Fawkes, du Joker, etc. Et c'est là où on commence à basculer en fait dans quel masque on porte et pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait là dans ces photos-là, il y a un peu de tout. Dans cette mosaïque-là, il y a des masques, un masque du Joker, il y a un masque de Guy Fawkes, il y a 2 masques de Guy Fawkes, il y a 2 masques du Joker, etc. Mais il y a aussi, alors il y a un masque de Winnie l'ourson, c'est très cool. Il y a un masque de Frog, là, de la grenouille du même sur Internet. Et il y a des masques de protection. Il y a ces masques
On appelle ça qui sont là vraiment pour respirer, pas de la, Ouais. des masques respiratoires, etc. quoi. Exactement. Et en fait, Filtrant, voilà, c'est ça que je cherchais. et ces masques-là, du coup, on passe du masque de V pour Vendetta, où c'est uniquement pour l'anonymat, Mhm. pour masquer ces actes répréhensibles, où c'était beaucoup un usage d'Internet, euh, du web, et à un masque là qui va être de l'anonymat dans la rue et un masque de la protection. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, on est sur des photos qui ont été manifestations Kong qui ont parcouru toute l'année 2019 de manière assez visible. Et les affrontements étaient forcément tellement violents que les manifestants ont eu le besoin de protéger leur visage par rapport au gaz, etc., Mhm. aux projectiles. On l'a vu même en France chez nous, hein, clairement, gilets jaunes, de l'ordre, etc. On arbore désormais un masque qui est un masque, premièrement, de la protection ici. Donc là, on bascule clairement dans la fonction protectrice du masque. Pour l'instant, on va dire, il n'y a plus de symbolique, hormis, en effet, là, Bastien nous parle en effet de Winnie the Pooh, qui est une blague par rapport au président chinois. Donc c'est aussi l'occasion de revendiquer des messages, hein, lorsqu'on a un masque décoratif, etc. Mais pour les masques de protection, là, on est vraiment sur quelque chose de... Je protège mon intégrité physique et mon intégrité, mon identité. Ouais. Parce que, notamment, fin novembre, le gouvernement à Hong Kong a fait passer une loi par décret, une loi interdisant le port du masque, afin de pouvoir identifier les manifestants trop violents. Sauf qu'en fait, ça a justement aussi augmenté le port du masque de la part des manifestants, puisqu'il y a de suite cette question de l'atteinte à la vie privée, etc., qui est importante, ouais, c'est sûr. Et donc, à ce moment-là, le masque de protection, il commence à porter une réelle symbolique. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est que le masque de protection commence à devenir, je suppose, ou j'ai l'intuition, qu'il commence à devenir le symbole de la rébellion. Parce qu'on n'a pas envie que notre visage soit reconnu par des caméras, parce que donc il y a cette symbolique-là qui commence à apparaître, et c'est plus on a un masque symbolique et puis qui acquiert une fonction, c'est un masque qui a une fonction pure et dure de protection qui va acquérir une symbolique. Et je trouvais ça hyper fort dans notre basculement dans l'usage du masque. Et ouais, c'est clair. Bah tiens, il y a Bastien du coup qui nous refait une note en disant qu'apparemment les dernières technos en Chine arrivent même à reconnaître des masques, des visages masqués partiellement, apparemment. Et du coup, ça me fait tout de suite envie de rebondir sur les autres exemples que tu nous as donnés. Donc, celui-ci, je sais pas s'il va s'afficher. En tout cas, celui-ci et celui-ci, les masques qui viennent vraiment changer la perception, c'est-à-dire que je pense que même partiellement, je pense que c'est impossible de reconnaître, vu que ça vient créer un espèce de glitch sur la tête qui rend, à part les yeux, qui rend le truc complètement impossible Exactement. à reconnaître. Quoi. En fait, et ça devient... Ce qui est cool, enfin, en tout cas en tant que designer, c'est que ça devient un vrai sujet de design. Ah bah c'est clair, ouais. Parce que, en tant que designer industriel, parce qu'il y a un potentiel usage, on va dire, massif à l'échelle de ce genre d'objet. Il s'agit là d'un masque qui s'appelle Surveillance Exclusion de Yip van Leuvenstein, étudiant néerlandais. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. C'était souhait. Étudiant néerlandais en designer, sur cette question-là même de la reconnaissance faciale et de ce que ça implique dans ce qu'on va appeler l'habitabilité du monde. Je cite ici Akin Delhi, ou alors Ivan Illich qui parlait de convivialité. Est-ce qu'on est toujours dans un monde habitable, convivial, en société, lorsque en fait tout le monde, des autorités peuvent nous identifier directement sans qu'on l'ait autorisé. C'est des vraies questions de démocratie, de droit contemporaine. Et donc, il se place là-dedans pour concevoir un masque qui défigure aux yeux des caméras et même aux yeux de la personne qui est en face des porteurs de ce masque. Il y a une esthétique qui est assez belle, moi, je trouve, dans ce côté... c'est un masque transparent, mais qui déforme. Ouais.
Et donc, il y a un vrai travail justement d'esthétisme et de fonction. Un travail de la matière aussi beaucoup. Alors, j'ai fouillé, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit du verre parce que trop lourd, trop fragile. Mais voilà, on va travailler la matière du masque pour déformer le visage qui est derrière. Mais là où je le trouve intéressant, celui-ci, c'est que vraiment, on sent que c'est le fait qu'il soit transparent. Pour moi, en tout cas, ça me donne le sentiment que le designer a voulu que le masque ne fasse pas peur quand tu vois quelqu'un en face de toi. En revanche, il est vraiment destiné à la vidéosurveillance, quoi. À la vidéosurveillance et aux caméras. C'est-à-dire que il est vraiment tourné vers ceux qui surveillent, entre guillemets, quoi. Et pas ceux que tu rencontres dans la vie. Avec un masque transparent, tu fais pas peur. On te reconnaît, même là, on le reconnaît, le gars. Mais par contre, une caméra va pas le reconnaître. Un système informatique va pas le reconnaître. Donc c'est vraiment tourné contre la surveillance et pas contre le rapport humain normal, quoi. Ouais, exactement. Et ça, c'est ça. Et le designer, là, il fait mouche, en fait. Parce qu'il cible exactement l'usage du masque je ne veux pas me faire reconnaître par des caméras, par les autorités. Par contre, il ne m'interdit pas d'avoir une vision. Et ça, c'est assez cool. Et c'est typiquement ce que ne permet pas un masque de V pour Vendetta ou un masque du Joker lorsqu'on le porte dans les manifestations. C'est clair, c'est clair. Et puis là, même quand on le voit de profil, ce masque-là, on dirait vraiment un truc de chevalier, un truc de fou, quoi. Et il serait en fer, ça ferait peur, quoi. Tu croises quelqu'un comme ça dans la rue, tu balises. Par contre, là, le fait qu'il soit transparent, du coup, ça le rend un peu plus amical, quoi. On dirait plus quelqu'un qui est malade. Ouais, carrément. Reconstruction faciale, quoi. Ouais. J'avance sur l'exemple qui est juste après. Oui, on est dans la même veine, une technique différente. De projection, c'est ça? Tu projettes un visage sur ton propre visage? Ouais, c'est ça. Le principe est ici. Alors là, c'est un peu plus pernicieux quelque part, mais vicieux. Mais donc c'est projecteur facial par Jin Kai Liu, qui est aussi issu de la même école que le designer précédent qu'on vient de voir, donc néerlandaise. Il s'agit ici en fait de pouvoir projeter le visage de quelqu'un d'autre sur son visage. Magnifique. Mon visage devient écran et ce qui est projeté est le visage d'une autre personne. Ici, l'usage est forcément, il est troublant cette fois-ci, parce que en effet, on perd son identité, on se fait passer pour quelqu'un d'autre, surtout aux yeux des caméras, et là, ça devient problématique. Ça peut devenir utile pour des gens qui en veulent. Si mon voisin a crevé les pneus de mon vélo, voilà, c'est rien. Mais ou si je veux aller braquer une banque avec le visage d'un président. Le visage d'un président, pardon. On va plus le faire avec des masques de silicone comme dans Point Break. On va se projeter son propre masque dessus. Exactement. Il y a Bastien qui dit, est-ce qu'on perd pas la symbolique, un peu l'icône de ralliement? Alors là, complètement, mais pour le coup, c'est une autre utilisation. C'est pour une utilisation quotidienne, ça, en fait. C'est-à-dire que dans un futur où tout est filmé et il y a de la reconnaissance faciale, en sortant de chez toi, tu mets ton petit masque, quoi. C'est plus un truc de revendication en mode il y a une grève et tu y es et tu protestes. C'est dans la vie de tous les jours. Au lieu de mettre une casquette, tu mets un masque et tu sors de chez toi, quoi, pour pas être reconnu. À mon avis, c'est ça. Ouais, exactement. Ok. Et enfin, on avance, parce que sinon... Ouais, vas-y. Là, du coup, j'ai sur ceux qui se mettent des perles sur la tête, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est le même principe, c'est le même but. C'est de ne pas se faire reconnaître par les caméras de surveillance, mais on est sur une technique différente. On a exploré donc la matière du masque, la lumière, donc la projection, et là, en fait, on est sur le maquillage. Et on est sur un travail très très graphique, ça s'appelle CV Dazzle, de l'artiste Adam Harvey. On est ici sur une recherche très minutieuse de ce que peut reconnaître une caméra et quelles sont les limites de reconnaissance des logiciels de reconnaissance faciale des caméras de surveillance. Ouais. Et c'est assez bluffant parce que là, on arrive à une esthétique complètement fantastique, futuriste, mais on reconnaît encore la personne. Ça reste du maquillage, quoi. Tout à l'heure, on peut interagir avec ces personnes, le visage est là, mais on est sur une extravagance en fait dans le maquillage qui est assez chouette, moi je trouve. Ça ouvre le champ de la créativité, c'est assez cool. Elle a un site internet où elle explique les principes même de ces maquillages, où on va se teindre les cheveux, on va faire des mèches plus grandes pour couvrir une certaine partie du visage.
C'est fou ça. C'est une technique minimaliste, c'est comme on dit, ça revient à prendre une assiette en carton et se le mettre devant la tête, mais ça fonctionne. Oui. En un peu plus esthétique quand même. Hein, mais... Oui, là c'est poussé parce qu'en effet, on est quasiment sur le travail d'artiste. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Ça. Et mais c'est presque ça, c'est-à-dire qu'on pourrait se peindre des traits sur le visage. Et... Ça marcherait. Donc on bascule, du coup, on revient sur quelque chose de trivial. Juste parcouru 2-3 références actuelles. Et je suis tombé là-dessus, en effet, sur le masque, sur ce masque de chirurgie, on va dire, qui, pour le coup, là, complète la partie de notre visage qui est masquée par le masque. C'est un peu ce qu'on voit sur ce que faisait Anna Coleman-Ladd, en fait, avec les gueules cassées. Ici, dans un but, alors c'est très problématique, c'est-à-dire que c'est là où le positionnement du designer est important, si ce n'est intéressant. C'est qu'ici, on voit sur cette photo qu'elle a un téléphone sur la tête. On est dans un postulat de type dans le futur, il va falloir se protéger de la pollution, des germes, etc. Mais il va falloir continuer à se représenter, à ce que les gens nous reconnaissent. Ouais. Du coup, que même nos téléphones nous reconnaissent. Ah. Et ça, c'est assez problématique. Des courants qui sont complètement contre, où on va essayer d'éviter de se faire reconnaître par même l'écran de notre caméra. Hein. On voit aujourd'hui, on n'a pas trop montré, mais les Memoji des derniers iPhones, là, qui en fait des emojis, des émoticônes qui reprennent notre visage, les traits de notre visage. C'est dire à quel point la reconnaissance faciale en fait, de nos téléphones est quand même assez poussée. Ah oui, c'est clair. Et puis surtout, là, ça devient vraiment un masque que tu peux porter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Je savais qu'on allait parler de masque, donc j'ai fait la vidéo de présentation de ce nouveau format avec un filtre mais oui, oui, carrément. Qui change mon visage complètement. Quoi. J'étais Rick de Rick et en Morty. fait, les filtres vidéo sur Instagram, etc., sont déjà, on va dire, une preuve, la reconnaissance faciale est déjà assez poussée, suffisamment pour nous permettre de créer nos avatars. Ah, c'est clair. Sont, la version 2.0 du masque. Je mets l'avatar que je mets sur Discord, l'avatar, ma photo de profil sur Instagram, c'est un masque que je montre aux autres. C'est une version de moi-même que je montre aux autres. Et carrément. Est-ce que tu voulais, du coup, je crois qu'on arrive un peu à la fin du sujet, t'as encore un truc à montrer, c'est ça ? Si je... oui, tu veux d'abord faire une conclusion sur le sujet en entier et ensuite parler des 3 images que tu m'as données tout à l'heure. On peut faire une première conclusion, mais on va arriver. Je voulais juste parler de ce basculement du masque, où en fait, on est sur un basculement, mais en même temps, on avait des usages premiers qui étaient très religieux, de l'ordre du rituel, avec les masques tribaux. Et là, aujourd'hui, on commence à basculer sur un usage qui est de la protection vers le symbole de la rébellion. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer un masque de la rébellion comme on a pu l'inventer avec V pour Vendetta. C'est-à-dire qu'on va prendre des masques de la vie de tous les jours, des masques de protection physique, pour incarner de la protection morale, de la protection symbolique. On ne peut pas faire plus clair comme message, en fait. Et en termes de design, c'est hyper intéressant. Et on voit que le masque commence à devenir un objet descriptif de notre époque, en fait, dire du siècle. Mais ce masque de protection qui couvre le visage, où on va se protéger d'agression, est en train de devenir un masque déterminant, je pense, dans nos rapports de société, dans le rapport à l'autre, etc. Et je pense que les designers ont un vrai travail à faire. C'est un objet qui... Pour l'instant, pour toi, c'est un objet qui n'a pas été designé plus que ça, à part pour son utilité contre les microbes, quoi. Enfin, contre les nuisances qui pourraient nous arriver. Par contre, il y a tout un travail à faire sur l'esthétique et ce qu'il est dans notre société, quoi. Au-delà de juste une protection. Oui, je pense qu'il y a encore un travail à faire là-dedans. On commence à voir des bribes, en effet. Mais c'est vrai que là, pourquoi le masque FFP2 serait pas plus convivial, mais en même temps, son éthique nous renseigne sur sa fonction. Donc voilà, les médicales sur sa fonction de protection. Or, si on va commencer à dessiner dessus, ça va peut-être un peu changer son perception. Ouais. Les frontières commencent à se brouiller et c'est hyper intéressant. C'est à charge des artistes et des designers
d'investiguer ce sujet pour proposer, en fait, pour proposer des imaginaires, pour proposer des usages potentiels, en fait. Ouais, carrément. Carrément. Bah écoute, hop, en parlant de designer, hop là, je montre un peu cette imprimante 3D dans une boîte. Oui. On en revient du coup à l'actualité aussi. Le rôle qu'ont les designers, effectivement, le masque devient un sujet du quotidien. Pour faire face, j'ai introduit ma chronique avec l'histoire de la pénurie de masques FFP2, en l'occurrence. On voit un mouvement actif de fabrication artisanale de masques. Il y a les masques en tissu, on dit on peut refaire des masques en tissu, alors c'est pas tout à fait vrai. De nombreux articles qui disent qu'il vaut mieux pas fabriquer des masques en tissu parce que ça peut être un peu trompeur. Par contre, en tant que designer, on peut participer, et ça c'est assez cool de se dire que voilà, on va avoir un rôle à jouer. Et c'est ce qu'on fait chez Okomi. Je travaille depuis plus d'1 an, où en fait on a contacté les centres de santé, les hôpitaux à Montreuil, là où est notre agence, pour savoir quels étaient leurs besoins, etc. Et puis, en tant que designer, on fait notre veille sur enseigne auprès de la communauté. Et donc, on a commencé à produire ces masques qui sont en fait des façades. C'est pas un masque qu'on va coller à Soise, donc c'est des masques pour le personnel soignant. Ouais. On va créer des supports de visière. Donc, en fait, on a commencé à mettre à contribution nos imprimantes 3D pour fabriquer ces supports de masques et les distribuer au centre de santé à Montreuil. Excellent, parce que du coup, voilà, c'est vraiment le masque, pas comme tu as dit, collé au visage, c'est celui qui vient protéger des éclaboussures ou des trucs comme ça, avec une visière. D'ailleurs, quand vous proposez le truc, vous proposez aussi parce que la matière, elle a l'air assez fine. J'ai l'impression que quand on les voit à la télé, les masques de médecins sont assez rigides, les trucs en plexi, là. Là, il a l'air plutôt mou. Comment ça se passe ? Il s'agit d'une feuille de type un peu rhodoïde, là, comme les feuilles sur lesquelles tu imprimes ce que nos parents connaissaient à l'école. Ouais, je vois. La rétroprojection. Et ça fonctionnerait, ça ? Et ça fonctionne, en fait. Alors après, c'est pas permanent, etc. Hein, forcément, c'est sujet à projection de la part du malade, etc. Mais c'est une première barrière, c'est-à-dire que souvent les médecins le portent en premier lieu, et puis dessous, ils ont leur masque chirurgical ou FFP2. Ou FFP3. Et donc voilà, c'est hyper intéressant le positionnement que ça implique de la part des designers de se dire okay, j'ai envie de participer, j'ai des moyens de production, c'est-à-dire que j'ai une imprimante 3D chez moi, fabriquer ça, le filer au centre de santé aux gens qui en ont besoin. Mais je pensais aux masques en tissu aussi, où tout le monde pourrait le faire, etc. Sauf que ça pose des vraies questions de design, en fait. Pour qui Qui est-ce que je vais contacter comment je vais le distribuer, comment je vais l'acheminer jusqu'à la personne qui en a besoin au centre de santé, comment je le fabrique, en quel volume. C'est-à-dire que nous, on s'est posé ces questions-là chez Oconi, c'est-à-dire que est-ce que ça vaut le coup d'en imprimer 3 et d'aller les filer ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup qu'à partir du moment où on en a 10 à filer, tout ça ? Enfin, c'est des vraies questions de design. Et c'est aussi, là, on voit la force de la technique. Aujourd'hui, on est dans une logique de réseau où en fait, là, voilà, c'est le masque conçu designé par Prusa, donc créateur de la marque de l'imprimantes. Ouais, bien sûr. Ce sont les imprimantes en open source, donc tu peux télécharger les fichiers toi-même, etc. Donc c'est un fichier gratuit que tu peux télécharger, réimprimer toi-même. Et donc on est là, comme on disait, le masque, c'est révélateur des techniques de notre époque. C'est-à-dire que ici, on est sur un masque que tout le monde peut se fabriquer à l'échelle planétaire, c'est le même, chez soi. Ça raconte beaucoup de ce qu'on est, de ce qu'on est capable de fabriquer. Le moyen de production est ramené à la maison. En tout cas, là, c'est une preuve, en tout cas, de cette situation. Bah excellent, écoute, c'est très cool. En tout cas, le fichier, pareil, on le mettra à disposition, enfin on mettra un lien en tout cas pour aller le télécharger. Pour ceux qui ont des imprimantes 3D et qui veulent aider, ça pourrait être bien, quoi. Et il y a encore forcément plein d'autres types de masques, hein. Il y a aussi d'autres pièces je vous invite, pour les designers qui nous écoutent, à aller sur le site de l'APCI, apci-design.fr, qui liste toutes les choses qu'on peut faire en tant que designer pour s'engager dans contre le coronavirus ou pour le lien de la vie sociale, etc. Il y a
foule de projets qui sont en train d'être menés par des chercheurs à droite à gauche. La PCI en dresse une liste. Ne tient qu'à nous, en tant que designer, de s'inscrire et de participer à notre échelle depuis chez nous à ces différents projets parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se produire et on se dit qu'on peut avoir un rôle entre eux. Eh ben écoute, c'était une très belle chronique. En tout cas, c'est très cool d'avoir parlé de ça. Il y avait plein d'exemples de choses très intéressantes. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, là, on va remettre tous les liens de ce qu'on a dit là dans un fichier Google Doc. Je pense qu'on mettra en commentaire de la vidéo. Je vais un peu chambouler le programme. Donc merci encore Alex pour cette chronique. Je vais faire ma chronique et ensuite on fera le quiz. Comme ça sera bien parce que ma chronique est très rapide. Vu que Bastien dans le chat spoil tout le monde en parlant de ma chronique. Il était pas au courant mais il parle de ma chronique. Là, j'avoue, il a même parlé de la BD et tout. Quoi. Ouais, c'est un fou. Bref, je vais faire ma chronique. On en parle, on en discute et on voit ce que ça donne. Et ensuite, je te ferai ce petit quiz. Que t'as toi aussi spoilé d'ailleurs. Il y a une question en moins à cause de toi. Mais bref. Okay. Alors, c'est parti. Il faut que je change. Voilà. On fait une petite transition visuelle sur mon document. Et on est parti. Alors. Et si dans un futur proche, tout ce que vous faites sur Internet était visible par tout le monde, à tout moment, toutes vos photos, toutes vos recherches Google, tous vos mails, toutes vos conversations privées, vos groupes Facebook secrets ouverts au grand jour, votre historique, la liste de vos déplacements à la date précise à laquelle vous les avez faits. Une transparence, entre guillemets, totale sur toutes vos données en ligne, présentes et passées. Mais je parle pas que de vous, je parle de vraiment tout le monde. Si tout le monde, de toutes les données de chaque individu, votre famille, vos voisins, vos collègues, votre patron, mais aussi les grandes entreprises, même le gouvernement, tout le monde est touché, il n'y a pas d'exception. Genre, toutes les données sont visibles, en ligne. Tout le monde peut lire vos informations, mais vous aussi, vous pouvez tout lire. Vos collègues si sympas en apparence sont finalement les pires raclures. Votre patron qui ne vous augmente pas parce que la boîte est en galère alors qu'il vient de s'acheter une nouvelle voiture. Des mails compromettants entre le président français et russe à l'encontre de Trump à 2 doigts de faire exploser la Troisième Guerre mondiale. Les voisins qui ont même plus besoin de regarder à la fenêtre pour connaître tous les secrets. Bref, les scénarios, ils sont infinis. Une des versions de ce futur, elle se trouve dans Private Eye. Private Eye, c'est un comic book écrit par Brian Kevogan, dessiné par Marcos Martin et colorisé par Muntza Vincente. Brian Kevogan, c'est entre autres l'auteur de comics Saga, qui est plutôt très connu en science-fiction. Et il a fait aussi quelques épisodes de la série Lost. C'est dessiné par Marcos Martin, qui est un dessinateur de talent. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques planches. Alors, voici comment l'histoire commence. Caché dans la végétation avec son téléobjectif, un type prend en photo une femme qui a l'air d'enlever un costume qui change totalement son apparence. Repéré par 2 journalistes armés, car représentant de l'ordre à cette époque, il va devoir fuir et se fondre dans la foule grâce à une tenue camouflage. Tenue de camouflage que vous allez voir tout de suite. Hop là. Et non, c'est pas un paparazzi, mais c'est un détective privé. Il est en mission pour un homme qui cherchait à retrouver son ancienne petite amie. Ce personnage que vous voyez à l'écran, c'est Patrick Immelman. PI. Private Investigator. Vous avez compris, c'est un pseudonyme dans ce monde-là. Private Investigator, ça se dit PI en anglais, Private Eye. Enfin voilà, vous voyez où je veux en venir, vous comprenez du coup le titre de l'œuvre. Et voici quand ils se font dans la foule. De retour à son bureau, une nouvelle cliente débarque sous un masque carrément futuriste, on en parlait tout à l'heure avec les exemples que je nous donnais, c'est encore plus futuriste, c'est un masque qui projette une tête de tigre holographique à la place du visage de la dame. Elle lui demande de mener une enquête sur elle-même. C'est une drôle de demande, mais pas tant que ça dans ce monde futuriste. Elle veut savoir quelles informations négatives pourraient la compromettre pour le poste auquel elle postule. Elle a de l'argent, donc Patrick accepte. Le problème, c'est que le lendemain, elle est retrouvée morte, assassinée. Ça commence comme ça, donc ça peut vous donner envie, j'espère que ça vous donne envie. The Private Eye, ça se déroule dans les années 2076. L'explosion du cloud a eu lieu 50 ans auparavant, donc pour nous, dans 6 ans. On découvre dans les premières pages du comics une société où l'anonymat et la vie privée sont une valeur sacrée. Les codes qu'on connaît sur Internet sont renversés dans la vraie vie. En fait, l'usage d'un pseudonyme, d'un déguisement, d'un masque, c'est devenu la seule façon d'éviter les intrusions dans la vie privée. Du masque en plastique de supermarché tout pourri au masque high-tech holographique, comme je vous l'ai montré juste avant.
Les cases où on aperçoit comme ça des foules de gens sont super intéressantes à regarder parce qu'il y a pas mal de petites références et on voit toutes les diversités de masques qui sont utilisés dans ce comics. Alors vous l'aurez compris, on est plongé dans un polar futuriste, ça n'existe pas, futuriste, qui va nous entraîner avec Patrick dans un complot qui est bien plus grand qu'il n'y paraît. Alors forcément, l'anonymat et les masques vont jouer un rôle super important, parce qu'on peut se fier à personne, car sous le masque, à qui on peut se confier. Est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas, mais Brian Kevogan ne dénonce rien, il prend jamais de parti, il nous met juste des constats sous le nez, qui nous mène à nous questionner sur plusieurs thématiques qui sont finalement ultra contemporaines. On a ici une histoire très prenante, avec une thématique riche, et qu'est-ce qu'on demande de plus finalement? D'ailleurs, si ça devait arriver, comment est-ce qu'on réagirait nous? Je vous pose la question. Je pense qu'on serait un peu comme le personnage du grand-père de Patrick. On serait des vieux cons, une bande de ringards conservateurs qui ne pensent qu'à se connecter à Internet avec son smartphone ou sa tablette, qui sont complètement devenus inutiles dans ce monde-là, pour partager notre vie, aussi mise en scène soit-elle, comme au bon vieux temps, quoi. Donc voilà pour Private Eye. C'est une lecture que je vous conseille absolument, pour plusieurs raisons. Alors j'ai pensé à vous, comme on est en mode confinement, et que vous ne pouvez pas aller chez votre libraire. Ce comics est disponible sur le site Panel Syndicate. Encore un lien qu'on vous mettra sur un Google Doc. Panel Syndicate, c'est un site de distribution de bandes dessinées créé par Brian Kevogan, justement, qui permet de lire des bandes dessinées à prix libre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 0, 1, 2, 10 euros, comme vous voulez. Chaque issue, chaque chapitre est disponible en PDF ou en version lisible sur tablette. Donc voilà, ça vous responsabilise un peu, vous pouvez acheter ces comics et les lire. Les 3 premiers chapitres sont en français sur le site. Par contre, vous ne pouvez pas aller plus loin, il y a 10 chapitres je crois en tout. Si vous voulez lire les 10 chapitres en français, il y a une solution, vous pouvez aller sur le site, quand les librairies seront réouvertes, allez chercher votre bouquin chez Urban Comics, aux éditions Urban Comics. C'est un très beau bouquin en version paysage, comme je vous ai montré, toutes les captures d'écran que je vous ai montrées, en fait c'est des captures d'écran, ça a été pensé en tout cas pour vivre sur le net, donc en format écran. C'est une très chouette histoire, voilà. Je peux pas trop vous en dire plus sur ce qui se passe, parce que sinon ça serait spoilé, et c'est pas le but. Toi, t'as tout lu? Bah, j'ai tout lu, bien sûr. Moi, du coup, j'ai lu que les 2 premiers tomes, là, je les ai dévorés, vraiment. T'en as pensé quoi, du coup? Très cool, très très cool. En fait, il y a ce côté très, la véracité du récit, on va dire, ou la probabilité de ce récit est assez cool. Et je parlais de l'histoire avec la fusée, etc. Mais il y a ce côté où on se reconnaît beaucoup dans cette BD. Notamment à travers le grand-père qui est de notre génération à nous. Voilà, c'est ça, c'est un vieux type tout tatoué qui cherche à se connecter à Internet. et qui est très très cool du coup. C'est nous, mais en grand-père. Mais en vieux, quoi. C'est marrant de voir comment on va finir un peu vieux con. C'est ça. Mais, et qui porte des vraies questions. Il ne fait que placer cette question de la liberté, de je n'ai rien à cacher ou j'ai des choses à cacher, etc. Et il le traite de manière très cool, bien rythmée. Très bien rythmé. C'est très bien rythmé parce qu'en fait ça a vraiment été pensé. Là on a tous les chapitres qui sont disponibles, mais à l'époque où c'est sorti, chaque chapitre il se passait un peu plus d'un mois je crois entre chaque chapitre. Donc forcément gros cliffhanger à la fin de chaque. Il y a une vingtaine de pages à chaque fois. Gros cliffhanger, ça nous donne envie de lire la suite. Donc quand on se le fait d'un seul coup, c'est d'autant plus bien rythmé quoi. Ouais, c'est très jouissif. Je recommande vivement. Pour le confinement, c'est très bien. Donc voilà, je vous rappelle le site, c'est Panel Syndicate. Vous payez en prix libre. Au moins les 3 premiers chapitres. Pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez poursuivre jusqu'à la fin. Vous verrez, ça vaut le détour et la thématique des masques est respectée parce que là, pour le coup, ça fait partie intégrante de l'histoire. Très bel imaginaire sur les masques. C'est tout pour moi donc, mais on passe donc maintenant au quiz. Et alors attendez, petit changement de scène, hop, transition, voilà. Je vais donc, pour ce quiz, vous pouvez participer dans le chat, je vais pour ce quiz vous faire deviner des masques de... J'ai failli dire la réponse de la première. Je vais vous décrire des masques et il va falloir les deviner. Savoir qui c'est, donc vous pouvez répondre dans le chat. Je te déconseille, Alex, de regarder le chat si tu veux pas te faire spoiler si on trouve avant. Donc, il y en avait 9, mais maintenant il n'y en a plus que 8 parce que tu en as dévoilé un tout à l'heure. Je le ferai quand même pour voir si tu le retrouves, hein, pour voir si tu connais vraiment ton sujet. Donc c'est parti. Premier masque.
Donc, je suis un masque intégral servant de casque. Je déshumanise complètement celui qui me porte. Je suis destiné à la guerre et à une armée en particulier. Très perfectionné, j'ai des filtres respiratoires, une J'ai le visière... droit de te couper ou pas? Oui, bien sûr, vas-y, coupe-moi si tu Non, mais penses. j'ai envie de t'écouter jusqu'à la fin, façon Julien. Je la finirai, même si tu trouves, je la finis. Bah, il s'agit du casque, masque, c'est un masque intégral, le masque Deux, pardon? de Dark Vador. Non. Ah Alors, je suis très perfectionné, j'ai des filtres respiratoires, une visière polarisée, un communicateur à longue distance, un détecteur de mouvement, une vision infrarouge. Malgré toutes ces capacités, ceux qui me portent restent de très mauvais tireurs. Je suis très reconnaissable par mon design et ma couleur blanche. Il existe une multitude de déclinaisons, de couleurs, de formes en fonction des troupes qui me portent. Ok. Je suis devenu un symbole des films dans lesquels j'apparais. Je ne me fais plus vraiment peur depuis qu'on sait que je... C'est le masque des Stormtroopers. Exactement. Bastien avait trouvé dans le chat. C'est les Stormtroopers. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, bah j'ai le chef. Forcément, ça pouvait porter à confusion avec l'aspect respiratoire. Oui, bah oui. Oui, enfin, ils sont inspirés tous les deux de la même japonais, enfin, c'est le design de. Exactement. Je passe au deuxième. Donc n'hésite pas à me couper, hein, pareil dans le chat, n'hésitez pas à en parler. Il aurait fallu un buzzer 2.0. Ouais, c'est vrai, je n'ai pas trouvé ça encore. C'est la première fois qu'on fait du live, on peut pas tout faire, quoi. Tout à fait. Donc, normalement ça devrait aller très vite. Je suis une représentation stylisée du visage de Guy Fawkes, le membre le plus connu de la conspiration des poudres. Allez, c'est bon, on la passe celle-ci. Alors celle-ci, elle est un peu tricky. J'ai galéré à faire la description, mais on va voir si tu la trouves. Okay. Avant d'appartenir à mon créateur, un peu dérangé mentalement, j'ai appartenu à quelqu'un d'autre et je ne devais en toute logique jamais changer de propriétaire. J'ai bien 2 trous pour les yeux, un trou pour la bouche et 2 pour le nez. Chacune de mes parties, comme les cheveux par exemple, sont interchangeables avec une nouvelle partie, il suffit de la recoudre. Mon utilisation est forcément limitée dans le temps car je suis biodégradable. Il faut donc trouver des propriétaires prêts ou non à venir me donner un coup de jeune. Et oui, c'est bien ce que vous pensez, je suis fait de peau humaine. Mais le truc, c'est que je suis sûr que dans la vidéo d'Alt 236, pas le. Ah, ça a coupé un petit peu là quand tu parlais. Je disais, je suis sûr que Alt 236 l'a cité dans sa vidéo parce qu'il parle des masques de chair. Ouais. Sauf que j'ai pas du tout le nom, je ne sais pas. Je donne ma langue gauche. Eh ben, Mathieu et Bastien l'ont trouvé dans le chat, c'est Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Ouais, tu parles pas à un très grand fan de films d'épouvante et d'horreur. Oui, mais t'as vu la vidéo de Alt 236. C'est vrai. Tu n'as pas d'excuses. Bon, allez, celui-là, il va être facile, très rapide, la description est très Les Tortues Ninja. Non, même pas. Je les ai pas mis, j'y ai pensé qu'après, quoi. Alors, à la base, un simple masque en plastique comme les autres, je suis devenu le symbole de l'œuvre dans laquelle j'apparais. Je porte une grande moustache à la forme particulière, signe distinctif d'un grand peintre espagnol. Les personnages qui me portent ont des noms de grandes villes. Il faut trouver le nom de l'œuvre en question. Parce que tu parles de Dali, sinon, non? Ouais, c'est ça. La moustache, etc. Et son visage est devenu le symbole d'une série. J'ai le droit de faire petit à petit, mais genre, on parle d'une série télé? Oui. Ah, non, c'est pas La Casa des Papel? Ouais, exactement, c'est ça. Je l'ai pas vu, c'est pour ça. Je l'ai pas vu de suite. Bien, bravo à Hugo. Et Mathieu, il avait trouvé Dali et Hugo avait trouvé Casa des Papel. Avec Berlin, Marseille. Ouais. Alors celui-ci, pareil, si tu trouves pas le nom du personnage, mais juste celui de Nairobi, mais juste celui de la série, ou en tout cas du film, de la série de films, on va dire, ça me va. Ça passe. Ok. Alors, je suis entièrement blanc, et j'évoque le visage triste d'un fantôme. À l'origine, je suis inspiré d'un costume commercialisé aux États-Unis entre 1991 et 1992 par les magasins Fun World dans le cadre d'une collection intitulée Visage fantastique. C'est Scream. Exactement, c'est ça. Bravo. À cette époque, on me surnommait le fantôme aux yeux de cacahuète. Je suis devenu célèbre grâce à un film de Wes Craven en 1996 et c'est d'ailleurs à cette occasion que je prendrai ma forme la plus connue, car pour éviter des problèmes de copyright,
Wes Craven et son équipe ont décidé de me modifier légèrement en accentuant légèrement mes traits et notamment mes yeux. On me dit souvent que je fais penser au cri de Munch. Je suis un des masques le plus porté pendant Halloween et on l'a même vu dans les exemples que tu nous as donnés tout à l'heure dans les manifestations. Ouais, il y a un côté satirique quand on porte aussi celui-là. Exactement. Deux masques à trouver en même temps. Putain, quel indice de ouf que je viens de te donner. Alors, 2 masques à trouver en même temps? Ouais, tu vas voir. Nous sommes des casques de beaucoup. Bastien l'avait trouvé dans le chat le précédent. Donc, nous sommes des casques qui recouvrent entièrement le visage. Nous fonctionnons toujours par 2. À la base, on devait avoir des cheveux, mais heureusement, notre designer Tony Gartner, spécialiste des effets spéciaux, a décidé de ne pas nous en mettre. Nous sommes grandement inspirés du design du robot dans le film Le jour où la Terre s'arrêta de 1951. Ah, il y a déjà des réponses dans le chat. Nous avons connu plusieurs versions, mais notre toute première apparition a marqué les esprits grâce à l'écran de LED que nous portions en façade. Ceux qui nous portent ont révolutionné le monde de la musique électronique, à moins qu'en fait, ce ne soit pas vraiment des humains. Exactement. Ah, j'ai galéré. Hein. Ça trouve dans le chat Daft Punk pour Hugo, qui a répondu genre direct. Et pareil pour Bastien. Alors, c'est bien parce que c'est vraiment c'est que des masques qu'on aurait pu dont on aurait pu parler. Ah bah clairement, mais de toute façon, comme j'ai dit en introduction de l'émission, c'est impossible de faire le tour. Il y en a tellement que c'est abusé. Donc celui-ci, si tu le trouves, c'est bon, tu gagnes le jeu quoi qu'il arrive. Ok. Alors, souvent inconnu ou sous-estimé, je suis pourtant un outil extraordinaire. J'ai le pouvoir de faire apparaître ou disparaître ceux sur qui je viens me fixer en fonction de la couleur que l'on me donne. Je fais partie d'un ensemble de couches empilées les unes au-dessus des autres, dont chacune contient une partie des éléments de peinture ou de dessin, voire même de photos. On me confond souvent avec les calques, alors que je suis un outil bien supérieur. Ah, tu parles du masque de Photoshop? Ouais, c'est le masque de fusion dans Photoshop. Exactement. Masque de fusion dans Photoshop. Il fallait que je le place, quoi. C'était obligé. Excellent. Bah, c'est de la pop culture, hein, je suis désolé, mais maintenant... C'est vrai. Alors, le prochain indice, quelqu'un a fait référence à ça dans le chat au tout début de l'émission. Ah, au tout début? Ouais. Pareil, énorme indice. Alors, depuis ma première apparition, je n'ai jamais été lavé. Vraiment, jamais. Je suis composé en couches de tissu, au moins 2. Un tissu noir surmonté d'un vieux bonnet percé au niveau des yeux. Je ne laisse apparaître que la bouche de celui qui me porte. Sans moi, le personnage que je représente n'existe plus. J'ai quelques copains avec qui je traîne souvent, qui eux aussi portent des masques rigolos, Cadillac et MC Salo. Ah, mais c'est Stupéflip? Ouais. Ah putain, j'avais pas vu que quelqu'un avait parlé, je suis sûr que c'est Hugo. C'est King Ju de Stupéflip. Ouais. Le dernier. Je croyais que tu parlais du masque de Rorschach. Ça aurait pu, mais non. Parce que Rorschach, il n'y a pas un super-héros qui s'appelle MC Salo avec lui. Le prochain, un peu technique aussi. Et ça sera le dernier, du coup. Exactement. Placé sur la bouche, mon aspect très mécanique, plein de tuyaux, renforce le côté menaçant du personnage qui me porte. Le masque de Bane? Allez, c'est bon, là. Vas-y, continue. Il tient sur la tête grâce à un système de sangles qui passe par les 2 oreilles et entre les yeux, laissant une partie de mon front apparent. T'as vu, j'ai essayé de le faire en mode description de designer, tu vois. Mais ouais, c'est très bien fait. Non, c'est très bien fait. Alors, dans sa dernière apparition cinématographique et selon le réalisateur, ce masque délivre une dose constante d'antidouleur à celui qui le porte. Ce même personnage a une utilisation très différente du masque dans sa version comics. Il peut s'injecter des doses contrôlées d'un stéroïde très puissant appelé venin, qui décuple considérablement sa puissance physique et lui confère une force phénoménale. Vous pourrez croiser son chemin dans la ville de Gotham. Il est interprété par Tom Hardy et il est un des pires ennemis de Batman. C'est Bane. Bravo. Putain, salaud, je pensais qu'il serait dur celui-ci, mais non, pas du tout. J'aime bien ta définition, parce que, surtout sur celui de Bane, parce qu'on dirait les... je sais pas si tu les avais eues en histoire de l'art et du design, mais les vidéos, les palettes d'Arte ou les vidéos architecture. Ah non. Genre, c'est descriptif dans un premier temps, et puis après, il parle de la symbolique, etc. Je conseille ces vidéos à tout le monde, d'ailleurs. Ok. Eh ben écoute, parfait, on a fini le quiz. C'était...
C'était très court, mais c'était fun, donc ça me va. Ouais, moi aussi. C'est une réussite. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fini pour ce premier pop-up. Et c'est déjà pas mal. Franchement, ouais, je suis assez content. Je pensais pas que ça marcherait jusqu'au bout. Merci à vous tous, là. Vous avez été presque 20 à un moment. Là, vous êtes une dizaine depuis le début. Ça fait plaisir. Ah, la populace, hein, ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait du monde. Pour un premier concept, un premier jet où j'avais vraiment peur que ça ne fonctionne pas. Merci à tous, en tout cas, d'être là. Je peux déjà vous annoncer qu'on a une deuxième émission qui arrive cette semaine. Euh, au pop. Cette semaine, normalement, nouvelle émission. J'espère que ça vous plaira aussi. Nouvelle invitée. Merci à tous. Merci à toi, Alex, d'avoir répondu Merci à présent toi. et Ravi d'avoir d'avoir inauguré cette voilà, d'avoir émission. inauguré avec moi cette émission. On est toujours là pour bêta-tester, hein, quand tu veux. Exactement. L'émission, elle sera disponible si vous voulez la réécouter pour ceux qui étaient là, et sinon pour ceux qui la regardent en rediffusion, elle est disponible sur SoundCloud, sur toutes les plateformes de podcast. Si vous cherchez Dur de la Feuille, d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez écouter les autres podcasts qu'on a fait, par exemple le tien, où on parle de design et de Star Wars, c'est assez intéressant pour ceux que ça peut, voilà, pour ceux qui ont envie de l'écouter. Puis voilà, c'est à peu près tout. Merci. Lâchez des pouces bleus, je sais pas comment dire en version YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Cliquez sur la petite cloche. Ouais, la petite cloche, exactement. Et écoutez, merci à tous et on se dit à très vite pour une deuxième pop-up. Bonne soirée, restez chez vous et matez de la pop culture. Exactement. Lisez Private Eye. Allez. Ouais, Ciao bonne à soirée. tous. Ciao, ciao.